Bonjour et bienvenue à cette 6e édition Plus d'IA pour plus d'humains. L'IA, un sujet qui occupe nos équipes R&D au quotidien pour développer les bons cas d'usage qui vont être au service de vos collaborateurs et de vos clients. Notamment gagner en productivité en assistant vos conseillers, en automatisant certaines conversations à faible valeur ajoutée, améliorer votre satisfaction client en temps réel, les signaux forts et les signaux faibles de votre relation client. Pour rappel, Eloquent, éditeur d'une solution SaaS de relations clients, qui va vous permettre de gérer, orchestrer, mesurer, améliorer les conversations avec vos clients grâce à une plateforme cloud d'expérience client basée sur l'IA. Une solution étendue qui va permettre de faire du centre de contact, CCaaS, et de voix du client avec la solution Voice of Customer. Eloquent est une société basée à Grenoble et Paris. Nous développons tout en France et nous hébergeons tout en France. Donc, question de souveraineté, on est parfait. Eloquent, c'est 25 ans d'expertise, 100 collaborateurs qui vous accompagnent depuis de nombreuses années, donc depuis 25 ans, et des collaborateurs qui ont à cœur de bien accompagner les clients. Quelques chiffres, Eloquent, c'est 450 millions d'interactions clients pour la partie CCaaS et 150 millions d'enquêtes par an sur la partie Voice of Customer. Eloquent vient de renouveler sa certification ISO 27001 et ISO 27701. Et puis, une nouveauté que je souhaitais annoncer aujourd'hui tout particulièrement, c'est que depuis quelques jours, nous sommes certifiés HDS, hébergeurs de données de santé, et ce, sur les 6 niveaux de l'HDS. Aujourd'hui, Eloquent, nous accompagnons 320 clients qui sont représentés dans une quarantaine de pays. Et on a un taux de satisfaction client qui est très fort, puisque 98% de clients sont satisfaits. Il y a une actualité toute particulière pour Eloquent depuis quelques jours, depuis même le 29 octobre, c'est que Eloquent vient de rejoindre le groupe Harris France, qui lui-même fait partie du groupe Constellation Software, un groupe canadien basé au Canada, bien sûr, coté à la bourse de Montréal et qui fait un peu plus de 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ceci va permettre à Eloquent de se développer encore plus à l'international, d'étoffer les moyens humains et puis surtout de renforcer son innovation pour accompagner plus largement nos clients. Voilà en quelques mots, je suis ravi d'ouvrir cette journée et je vais passer la parole à Frédéric. À toi Frédéric. Merci Laurent. Bonjour à tous pour cette 6e édition. Donc on va parler de plus d'IA pour plus d'humains. En effet, c'est vraiment un sujet clé. Et pour cela, en fait, on vous a prévu 4 grands piliers parce que c'est important en fait de savoir comment utiliser les outils, mais surtout qui vont aider à améliorer la relation client. Donc le sujet clé, donc plus d'IA, plus d'humains. Première thématique, justement, comment on va mettre de l'IA au bon moment dans la relation client, à la fois en front office, callbot, chatbot, etc. En back-office, l'agent assiste, et on le verra à travers, par exemple, l'atelier avec Consorente, comment on va mieux analyser ces informations avec l'IA sémantique. Ensuite, comment on va faire en sorte qu'il y ait plus d'humains au travers des outils, à travers des méthodes et de la formation, améliorer la productivité, et bien sûr récupérer du feedback pour faire de l'amélioration continue. Ça, ce sera un gros sujet qu'on verra à 14h, comment passer des insights à l'action avec Lamassys et Citigo. Donc ça, c'est vraiment 2 sujets clés. Alors, on nous a prémis un programme très riche, puisqu'on va faire 8 ateliers aujourd'hui. On commencera à 9h et on finira à 17h30. Et c'est vrai que le premier atelier du matin, ça va être un atelier centré sur l'humain, justement. Plus d'IA et plus d'humain, mais ça veut dire aussi plus d'humain. Et on verra avec Benoît comment, en fait, les séries TV peuvent nous inspirer pour améliorer notre relation client. Et le dernier atelier de la journée, ça sera avec Adéco Médical et ça sera vraiment emblématique de cette édition, puisqu'en fait, on va montrer comment, avec de l'IA, on va laisser plus de place à l'humain, plus de place à l'analyse et comment ça va améliorer la productivité des équipes sans nuire au relationnel. Au contraire, justement, l'intégration de l'IA chez Adéco permet de se concentrer plus sur les personnes et d'être beaucoup plus centré sur l'humain. Donc ça, c'est vraiment clé. Alors, ce que je vous propose, c'est commencer sans plus attendre avec la keynote de Benoît Méronin que vous attendez tous, Série TV, nouveau coach pour votre relation client.
Alors Benoît, est-ce que tu peux te présenter? Parce que nous, on se connaît depuis de nombreuses années. Tu es aussi un des fondateurs de la théorie des symétries des attentions. Tu as écrit de nombreux ouvrages, dont ce livre qu'on va faire gagner tout au long de la journée, Manager l'expérience client collaborateur. Tu nous en diras quelques mots. Et on fera gagner aussi un autre livre, puisqu'on veut parler vraiment de l'aspect humain qui est essentiel. Et là, Chantal nous en dira quelques mots. Un livre sur les aidants, c'est Héros de l'ombre. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Et ensuite, bien sûr, je te laisserai parler des séries télé. Bonjour Frédéric, bonjour à tous et puis merci de ton invitation. Donc nous sommes ce matin d'une certaine façon entre grenoblois puisque je suis maintenant depuis plus de 20 ans professeur à l'école de management de Grenoble. Et donc effectivement mon champ d'intervention c'est à la fois le management, la transformation managériale, mais aussi historiquement ce qu'on appelle la culture de service. Et puis on a beaucoup parlé par la suite de relations clients et puis aujourd'hui d'expérience client, d'où le titre du livre que tu as gentiment montré à l'écran. Mais c'est d'un autre livre dont on va parler plus précisément aujourd'hui. Alors d'accord. Donc Benoît, quand tu nous dis les séries télé nous enseignent la culture client. Alors tu nous as mis un petit popcorn là, justement, comment on va faire en sorte que les séries TV puissent nous inspirer et surtout inspirer les managers pour diffuser cette culture client, parce que c'est la méthode que tu as appliquée dans de nombreuses entreprises. Alors dis-nous tout. Donc, si tu veux bien passer à voilà l'image d'après, il y a une petite animation. Vous pouvez, voilà, si vous êtes intéressé, vous procurez la deuxième édition, donc qui s'appelle de MacGyver à Game of Thrones. Et en fait, c'est un ouvrage collectif que j'ai co-dirigé avec un autre Benoît Aubert, et dans lequel en fait chaque auteur avait on va dire, un protocole à respecter. C'était une thématique et une série. Et donc, dans cet ouvrage, moi, j'ai pu développer en particulier deux séries dont je vais vous parler ce matin, mais pour l'instant, j'en dirai pas plus. Bon, un ouvrage chez payant, mais vous pouvez trouver aussi deux articles et d'autres d'un certain nombre de confrères qui, comme moi, s'intéressent en fait à ce médium. Donc, un article que j'ai publié en ligne sur un site dédié en fait au monde académique, mais pour pour diffuser plus largement en fait nos convictions et nos travaux, qui s'appelle The Conversation. Donc, un article sur Deadwood, qui est une très très belle série, on va dire dans l'univers du western et donc qui m'inspirait, on va dire, pour parler de la notion de care, de prendre soin. Et puis plus récemment, j'ai également toujours sur cette même thématique du care publié un article autour d'une série un peu plus récente, donc qui s'appelle House of the Dragon. Et là aussi pour voilà pouvoir livrer quelques clés de lecture. Donc en fait, le pitch de départ, c'est un ouvrage pour se dire au fond comment on peut parler à des gens qui lisent pas forcément les ouvrages de management, qui vont peut-être pas forcément non plus lire des articles de recherche parfois un petit peu complexes, on va dire, à décrypter. Donc de cette volonté de toucher un plus large public, toucher aussi le public de nos étudiants qui lisent malheureusement de moins en moins. Donc à travers un ouvrage, mais plus qu'un ouvrage, c'est aussi une pédagogie. Et si tu veux bien passer à la slide suivante, une pédagogie qui pour moi a plusieurs mérites, mais je voulais en retenir deux. Au fond, pour vous qui suivez ce webinaire aujourd'hui, j'ai envie de dire la culture client, c'est quelque chose qui peut faire débat. J'ai même, vous voyez, un point d'interrogation qui doit faire débat. Moi, je crois que c'est important que ça fasse débat, notamment, tu parlais du monde de la santé, dans le monde des services publics. Quand on est à l'hôpital, on parle de patients. Quand on est dans d'autres entreprises de services publics, la notion d'usager, la notion de bénéficiaire, voilà, parfois la notion de client, ça crispe encore un petit peu certaines cultures. Et donc, de parler de cette culture client, c'est quelque chose qui fait sens et qui est important. Et donc, pour en parler, il y a plusieurs façons. Il y a une façon assez sérieuse, assez classique, avec des slides, avec des consultants, avec des formateurs dont je suis. Et puis, il y a une façon un petit peu décalée, qui est celle que je propose ce matin, qui est passée par un mode un petit peu plus ludique, un petit peu plus fun. Et en fait, il y a deux mérites. Le premier, c'est que dans une séquence normale, mais aujourd'hui à distance et dans le format webinaire, c'est pas très recommandé. C'est en salle de pouvoir en fait diffuser un extrait de série et de donner la parole en fait aux participants. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement participatif. Et à la fin en fait des échanges, j'ai pour coutume de reprendre la parole et de partager les quelques slides que j'ai partagés avec vous ce matin autour de deux séries. Donc c'est quelque chose d'extrêmement participatif et qui permet en fait de dialoguer, que ce soit autour du management ou que ce soit autour de la culture client, de la relation client. Et puis une des vertus que je vois aussi à cet exercice, pour l'avoir, tu l'as dit Frédéric, fait un certain nombre de fois et il y a encore de cela quelques mois au sein de la SNCF, de la SNCF Réseau, c'est de sortir en fait des débats un petit peu tièdes, c'est de libérer la parole, et c'est là aussi parfois de soulever des problèmes, de soulever des problématiques, et d'en débattre, on va dire, avec sourire, puisqu'il y a ce pas de côté qui est de ne pas parler de la vraie vie entre guillemets, mais d'en parler indirectement en fait à travers la série télé. Voilà, donc je referme cette petite parenthèse. Slide suivante, cher Frédéric.
Ah oui, alors bon, j'ai ma casquette quand même de professeur ce matin, donc il fallait que je fasse un petit peu de théorie. Deux choses importantes pour moi. La première, le monsieur que vous voyez à l'écran, en fait, c'est un très très grand sociologue américain, nord-américain, qui s'appelle Irving Goffman. Et Irving Goffman a publié au début des années 60 aux États-Unis un ouvrage qui est arrivé à la fin des années 60 dans sa traduction française que vous avez également à l'écran, alors qui est assez étonnant quand on lit le titre. On voit pas trop le rapport entre, on va dire, la santé mentale et la relation client. Encore que petite blague, mais en fait dans cet ouvrage donc dans lequel Goffman en fait traite de ses observations sur le monde de l'hôpital psychiatrique, il analyse à un moment donné la relation entre le praticien, le médecin, et le patient. Il interprète en fait cette relation comme étant une relation de service. Et donc il y a un chapitre absolument incroyable dans ce livre où il livre en fait sa vision de, au fond, c'est quoi une relation de service. Et vous allez voir comment on revient en fait aux séries télé. On est aux États-Unis, on est dans les années 60, et qu'est-ce qui explose en fait dans les années 60 aux États-Unis? Évidemment, c'est l'arrivée massive de la télévision dans les foyers nord-américains. Et donc, il va s'appuyer, parce que c'est aussi un très grand pédagogue, sur un exemple qui est celui d'une panne du poste de télévision et de l'arrivée au domicile d'une famille, en fait, du réparateur de ce poste de télévision. Et dans ce chapitre, il dit tout un tas de choses qui, à mon sens, plus de 50 ans après, n'ont pas pris une ride. Dès lors, en tout cas, qu'on parle de relations clients de personne à personne, il livre en fait sa vision de qu'est-ce qui fait que les interactions entre ce technicien, ce professionnel du service et le client à son domicile peut bien fonctionner. Il livre donc un certain nombre de fondamentaux autour de ça. Voilà, je referme cette parenthèse. Je vous reparlerai un petit peu d'Irving Goffman plus loin, vous verrez pourquoi. Mais c'est vraiment rendre hommage à ce grand penseur et puis s'autoriser aussi, en tant qu'enseignant-chercheur, à mobiliser en fait ce médium qu'est la télévision. Voilà, un petit clin d'œil également à Irving Goffman. Si tu veux bien passer à la slide suivante. Alors, vous avez à l'écran un certain nombre de séries que je mobilise en fait dans des animations qui vont de la conférence avec un ou deux extraits d'une heure et demie jusqu'à la journée entière. Par exemple, j'ai fait ça il y a quelques années pour l'ensemble des managers de Bristol Myers Squibb en France, y compris les membres du COMEX. La matinée était consacrée aux clients, l'après-midi aux collaborateurs, et donc on travaillait ensemble avec l'ensemble de ces managers, il y en a plus d'une centaine, autour de ces différentes séries, de ces différents extraits. Ce matin, j'ai prévu de vous parler des deux plus emblématiques pour moi, Mad Men d'abord, et puis ensuite Six Feet Under. Pourquoi ces deux séries? Tout simplement parce qu'elles traitent en fait très directement du monde de l'entreprise. Dans Mad Men, pour ceux qui connaissent, c'est une agence de publicité new-yorkaise. Et puis dans le cas de Six Feet Under, c'est une petite entreprise familiale de pompes funèbres. Donc dans les deux cas, on est dans un monde de service, j'y reviendrai. Mais de fait, beaucoup de temps, de nombreuses en fait scènes se passent en fait dans cet univers de l'entreprise et dans la relation avec les clients, bien sûr aussi dans la relation manager-collaborateur. Donc c'est deux séries extrêmement intéressantes quand on veut parler de relations clients. Et si nous continuons. Alors Mad Men, je vais vous faire juste le pitch parce que tout le monde ne connaît pas cette série. Sachez que on en reparle beaucoup en ce moment. C'est aussi pour ça que je l'ai retenu parce que l'intégrale de Mad Men est accessible en fait en replay sur Arte TV. Donc vous pouvez voilà tout à fait gratuitement regarder l'ensemble des séries, l'ensemble des saisons, pardon. Et donc je vous le disais, on est aux États-Unis pendant les années 60, puisque les saisons vont faire défiler en fait toute la décennie, dans une agence de publicité dirigée par des associés. Et en bas, pour vous, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, en bas à droite, vous avez donc le héros de la série, cette espèce d'anti-héros plutôt, qui s'appelle Don Draper et qui en fait est le directeur artistique et le chef, on va dire, de l'équipe créative de l'agence et dont on va suivre en fait à la fois les péripéties personnelles et professionnelles. Notez bien ce point parce que je reviendrai aussi sur cette dimension importante de la vie professionnelle et de la vie personnelle. Et donc, on a là une série où on voit énormément de rencontres liminaires avec des clients qu'il s'agit de convaincre puisqu'ils font en fait leur consultation. Et donc, on a un brief et à partir de ce brief, Don Draper et son équipe vont s'efforcer d'apporter une réponse à la problématique du client en montrant, on va dire, à la fois leur fine compréhension, j'y reviendrai, du besoin du client, mais aussi, bien sûr, en ayant la réponse la plus innovante, parfois même la plus disruptive. Donc, on est vraiment au cœur de quelque chose qui est extrêmement intéressant dans ce moment, ce temps fort, ce moment de vérité de la relation client, qui est ou pas le fait de gagner, on va dire une affaire. Voilà, très, très rapidement. Alors, il y a
plein d'autres choses, mais je m'arrêterai là. Alors, moi, j'utilise beaucoup d'extraits. Principalement, quand je veux parler du management, une très très belle séquence qui permet de mettre en lumière le sujet de la reconnaissance. Et Mad Men, si vous connaissez la série ou si je vous donne envie de la regarder, vous verrez, c'est une série qui parle énormément du besoin de reconnaissance des personnes, y compris d'ailleurs de Don Draper. Donc, un des grands besoins, une des grandes motivations est de rejoindre le cercle des associés en fait de cette agence. Donc cette séquence-là autour de la reconnaissance qui est extrêmement forte, extrêmement intéressante en salle. Et puis d'autres qui traitent beaucoup plus clairement de l'expérience client, notamment quand il s'agit d'expliquer comment peut-être vendre un produit révolutionnaire à l'époque, le fameux carrousel en fait, vous savez, qui permet de faire défiler en fait les diapositives. Ça rappellera à ceux qui comment ont passé le cap de la cinquantaine des souvenirs de soirées en famille, qui a été développé à l'époque par Kodak. Et donc le produit au départ, comme beaucoup de produits innovants qui introduisent une technologie un petit peu nouvelle, révolutionnaire dans les foyers, vont rencontrer des difficultés. Donc, Kodak se tourne vers l'agence de Don Draper pour trouver le moyen de bien positionner, de mieux positionner, de mieux vendre en fait ce produit aux familles. Et donc, cette séquence est assez extraordinaire. Et globalement, à travers la série, moi, je trouve qu'on a tout au fil des saisons beaucoup de points saillants qui sont pour moi des vrais points saillants, des vrais intangibles, des vrais fondamentaux finalement de l'expérience client. Le premier que vous voyez à l'écran, j'ai mis le produit, c'est l'homme. Parce qu'effectivement, là, on est dans une agence, on est dans un métier de service, on vend de la prestation intellectuelle, il n'y a pas de livrable, on va dire, sous forme tangible. Et donc, au fond, la qualité, bien sûr, de ce qui est délivré va compter, mais vous le savez bien, c'est aussi la qualité des interactions, la confiance ou pas qui va s'installer avec l'équipe de l'agence qui vont être fondamentaux. Et donc ça permet de mettre en exergue 2 points. Le premier, c'est que les équipes en contact, vos équipes en contact, les équipes en contact dans n'importe quelle entreprise vivent en fait des situations évidemment de stress plus ou moins fortes, tout simplement parce qu'elles incarnent en fait, elles représentent, elles symbolisent au quotidien l'entreprise. Et ça veut dire que, et je reprends ici une formulation d'Irving Goffman, elles ont pour vocation en tant que professionnels, mais aussi en tant que personne, de faire bonne figure, de ne surtout pas perdre la face au client, que le client soit face à nous dans un dialogue via le chat ou tout simplement à travers une plateforme relationnelle. Et donc ça me permet de revenir vers Irving Goffman et de redire à quel point ces métiers de la relation client sont des métiers difficiles dans lesquels on a à cœur, quand on est un bon manager, quand on est une entreprise soucieuse de ses collaborateurs, de créer les conditions pour qu'ils ne perdent pas la face, pour qu'ils fassent bonne figure. Puis deuxième point qui est très important, je le disais un petit peu en ouverture, en vous racontant rapidement de quoi il est question dans Mad Men, c'est la question en fait de la frontière qui pour moi n'existe pas entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et c'est des sujets, je le sais, qui font encore parfois un petit peu débat. On voit bien, et tu évoquais l'ouvrage sur les aidants dont on a beaucoup parlé il y a une quinzaine de jours, que cette question de la porosité, elle est évidemment de plus en plus assumée aujourd'hui. De plus en plus d'organisations, d'entreprises s'intéressent à leurs salariés aidants, de proches atteints d'une maladie chronique ou peut-être d'un parent âgé en perte d'autonomie. Donc on voit bien que des sujets qui autrefois relevaient de la sphère domestique, personnelle, rentrent de plein pied dans les préoccupations des services RH et plus globalement dans les préoccupations des organisations. Donc la série télé, Mad Men comme Six Feet Under, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, sont 2 séries qui entremêlent étroitement la dramaturgie personnelle des personnages. Don Draper, typiquement, une relation de couple difficile, et puis un divorce, sont des choses assez classiques dans nos vies contemporaines. Et puis, d'autre part, évidemment, la vie professionnelle. Et donc, quand on a vécu une scène compliquée le matin au petit déjeuner parce qu'on est en train de divorcer, parce qu'on a des enfants en bas âge et qu'on doit aller pitcher pour un contrat important 1 heure après avec ses collaborateurs, avec ses collègues face à un client exigeant, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas sans conséquence. Et inversement, quand on va revenir en fait à la maison le soir, en fonction de ce qu'on a vécu au bureau, ça va évidemment contaminer, parfois polluer ou au contraire amener un petit peu de soleil dans la vie personnelle. Donc cette question de la porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle, c'est quelque chose que je trouve toujours intéressant de souligner quand on travaille avec ce matériau qu'est la série télé. Le besoin de reconnaissance, je le disais, alors assez
classiquement, on va beaucoup en traiter dans la relation managériale, mais vous le savez, nos clients, vos clients ont besoin aussi de se sentir reconnus. Et donc là aussi, de se dire au fond, qu'est-ce qu'on peut travailler comme levier pour faire en sorte que nos clients se sentent considérés. Et c'est vrai que c'est un petit clin d'œil, une petite provocation humoristique. Les amis d'Eloquent ne m'en voudront pas de poser la question de l'IA et de la capacité à engendrer, à créer, on va dire, une relation, une expérience qui soit créatrice en fait de considération pour les clients dans un monde où quand vous œuvrez par exemple dans le monde du logement social, vous avez des tensions, vous êtes avec des publics qui sont parfois très fragiles et très très vite les choses peuvent déraper et cette nécessité d'amener de la considération client et en réciprocité aux équipes, en l'occurrence du bailleur social, c'est évidemment quelque chose qui est fondamental aujourd'hui et donc la série nous amène sur ce terrain-là. Et puis pour finir sur cette slide, oser dire les choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est que très souvent, Don Draper, dans ce moment clé qui est la conquête ou pas d'un nouveau client, va réussir en fait à prendre le contre-pied, parfois même de ce qui a été préparé. Et il a un sens de l'improvisation absolument éblouissant. Il va capter en fait dans ce temps, ce temps restreint quelque chose qui n'a pas été dit peut-être au moment du pitch initial. Il va sentir que quelque chose ne se passe pas comme prévu et il va avoir ce génie, en dépit d'un énorme travail de préparation qui a pu être fait en amont, de prendre le contre-pied et de trouver ce qui va faire complètement pivoter le client. Ou bien tout simplement le scénario qui a été imaginé avec les équipes va parfaitement se dérouler, ce qui est le cas dans l'exemple de Kodak et du carrousel dont je parlais tout à l'heure. Et vous allez avoir, quand la lumière se rallume, après avoir présenté en fait le pitch et la campagne, des clients complètement sans voix, voilà, qui se retournent vers eux et ils sont complètement conquis. Et donc cette capacité qu'il va avoir et qui est toujours intéressant de ne pas tomber dans ce qu'on appelle le piège du client roi, mais parfois aussi de froisser un petit peu le client, d'aller lui dire des choses qu'il a peut-être pas envie d'entendre, mais parce qu'il a cette conviction en tant qu'expert, en tant que professionnel, que c'est ça en fait le vrai sujet, la vraie problématique, peut-être la chose un petit peu cachée sous le tapis que le client n'a pas vu ou ne veut pas voir. Et il a ce génie de savoir parler au fait au client et parfois pour le bien du client de lui dire des choses qu'il n'a pas forcément envie d'entendre. Et je crois que ça fait partie aussi des enjeux. Et puis donc je le disais, voilà, à la fois énormément de préparation. Ça, vous le savez, nos temps forts, nos moments de vérité dans un métier de service, il faut évidemment les préparer, mais aussi comment cultiver avec nos équipes cette capacité à savoir rebondir, à savoir improviser. C'est aussi quelque chose qui à la fois crée énormément d'énergie, mais qui peut nous mettre aussi, et les mettre aussi dans des situations de stress. Pour finir sur Mad Men, je vous ai mis un des fondamentaux du marketing des services. J'ai mis à l'écran la notion de servuction. Ça rappellera peut-être à d'anciens étudiants de Grenoble École de Management s'ils sont connectés ce matin les cours de marketing des services. La notion de servuction, qui est cette manière d'avoir modélisé finalement ce qu'est une relation de service. Et dans ce métier, évidemment, tout ce qui relève du support physique, c'est-à-dire la qualité des locaux de l'agence, la qualité de la salle dans laquelle on reçoit en fait le client, la qualité de la pause café, des boissons qu'on va servir, bref, tout va compter. Et tout est évidemment mis en scène pour créer les conditions d'une expérience client, on va dire, séduisante et positive. Et puis, oui, l'art de l'écoute, alors ça, c'est un de mes piliers, c'est un des fondamentaux à la fois du management et bien sûr de la relation client. Et je vous le disais indirectement quand je vous racontais un petit peu l'histoire tout à l'heure, la force en fait de Draper, c'est de savoir entendre, mais vraiment entendre, y compris ce que le client ne révèle pas. Il a cette capacité d'écoute extrêmement forte pour saisir au fond ce que veut vraiment le client, quels sont en fait ses vrais enjeux, et bien sûr ce deuxième talent énorme qui est de traduire ça dans une réponse. Et petit clin d'œil ici à Carl Rogers qu'on oublie parfois, qui est un énorme, immense psychologue nord-américain à qui on doit la notion d'écoute active. Et quand on parle d'écoute active, il y a tout un protocole et en particulier effectivement cette exigence que nous n'avons de cesse de cultiver, de recultiver sans cesse, de notre qualité d'écoute. Et puis, je terminerai par l'art de l'expérience, puisque dans l'histoire du carrousel, en fait, il s'agit de vendre au domicile une nouvelle expérience de projection de photos. Et il s'agit bien d'autre chose, puisqu'il s'agit de refaire vivre des très beaux moments vécus en famille. Et donc, on est sur une dimension expérientielle extrêmement forte. C'est donc de décoller, en fait, de se décoller du produit pour comprendre qu'en fait, ce produit n'est jamais que le support d'une expérience client. Mais là où il y a une mise en abîme intéressante, c'est que
ils vont gagner en fait le contrat Kodak parce que Don Draper, dans la scénarisation en fait de cette rencontre, dans son pitch, a lui-même énormément travaillé cette dimension expérientielle pour faire comprendre en fait ce qu'il veut faire. Et j'en arrive, si tu veux bien, passer à la slide suivante. Puisque Grenoble École de Management, ça vous aura pas échappé, voilà, on est au cœur des Alpes. Donc, j'ai eu le bonheur et la fierté de travailler il y a maintenant une quinzaine d'années pour de nombreux domaines skiables appartenant à la Compagnie des Alpes. Et j'expliquais en préalable que le sujet n'était pas le sujet de la remontée mécanique, mais le sujet de l'expérience client. Alors, si tu veux juste rembobiner un tout petit peu, voilà, le sujet c'est ça en fait, c'est la famille ou c'est la performance sportive et c'est bien ce que vous allez chercher si vous êtes skieur en fait quand vous allez en fait en montagne et la remontée mécanique n'est que le moyen qui vous permet de. Et puis la dernière image, c'est un clin d'œil aussi pour ceux de ma génération ou autour. Voilà, Michel Blanc, image très célèbre. Là, c'est évidemment l'expérience client quand elle dérape. Donc on espère que c'est pas ça le sujet. Et je vous ai mis juste après le fameux visuel pour ceux qui l'auraient oublié, voilà, de ce fameux carrousel qui après évolué dans le temps quand il est arrivé chez nous et qui a baigné et imprégné le domicile dans les années 70, 80, voilà, jusqu'à sa disparition. Mais vous voyez, juste pour faire le parallèle entre l'expérience dans les enjeux qu'elle revêt en fait quand on parle en fait des domaines skiables et puis ici versus dans le monde de l'industrie, dans le monde de Kodak, cette notion d'expérience qui est au cœur du sommet. Si tu veux bien passer. Juste pour préciser, je pense qu'on enverra la séquence dont tu as parlé de Mad Men avec la vente de l'appareil de diapo de Kodak. Comme ça fera vraiment parler les équipes et vous pourrez éventuellement réutiliser cette vidéo dans vos propres séances de management avec vos équipes. Exactement, merci Frédéric. Et donc, j'en ai fini avec Mad Men. Je vais vous parler maintenant un petit peu de Six Feet Under. Voilà. Donc là aussi, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette série, vous avez les personnages principaux. Donc c'est l'histoire d'une famille. Et en fait, le père, donc le fondateur de l'entreprise, qu'il dirige donc avec l'un de ses deux fils, va décéder brutalement donc au démarrage de la série. Donc ça va conduire le deuxième fils à revenir en fait pour bien sûr les obsèques et puis aussi pour épauler en fait son frère qui se retrouve seul en fait à diriger l'entreprise avec un collaborateur et donc vont se nouer toute cette dramaturgie familiale typique de ce qu'on appelle du soap opéra, mais aussi bien sûr à chaque épisode une rencontre avec un client donc de fait en deuil, un proche, une famille endeuillée et à chaque fois donc la capacité de ces deux frères, de ces deux professionnels à absorber en fait cette émotion, à comprendre en fait ce que veut faire la famille de la cérémonie et plus globalement en fait on va dire de ce moment important dans la fin de vie et proposer bien sûr une offre de services et des produits, par exemple le cercueil, adapté en fait à ce que la famille en fait souhaite. Donc on est au cœur d'une relation de service et évidemment puisqu'on est autour du deuil, dans quelque chose qui est évidemment un moment de vie crucial, particulièrement fort pour chacun d'entre nous, et donc avec une dimension émotionnelle évidemment extrêmement présente. C'est pour ça que je trouve aussi cette série extrêmement inspirante. Alors si on regarde un petit peu les enseignements de Six Feet Under, j'utilise là une séquence qui est assez longue, qui dure presque une vingtaine de minutes. Donc, vous voyez que dans l'exercice du webinaire, c'est pas évident, et surtout que, encore une fois, l'objet, c'est de faire dialoguer une équipe autour de ce qu'elle reçoit en fait à travers cette série. On a un papa et une maman endeuillés par la perte de leur fils. Et un brouillage qui vient d'un personnage tiers. Je ne vous en dis pas plus pour faire un petit peu de teasing. Et donc, une vraie difficulté à saisir au fond qui est le client et au fond qu'est-ce qu'il faut entendre et qu'est-ce qu'il faut de fait pouvoir apporter en termes de solutions. Et donc, ça pose évidemment une question fondamentale qui est celle, évidemment, quand on parle de l'IA, on est en plein dedans, qui est celle de l'authenticité. Cette fameuse authenticité qui est tant attendue aujourd'hui, à la fois de la part du manager vis-à-vis de ses équipes, mais aussi dans la relation avec nos clients, d'avoir face à nous quelqu'un que l'on sent sincèrement touché par ce qui nous arrive. Et donc, alors, si c'est un incident un peu banal de la vie, en tout cas, il peut l'être plus ou moins dans le cas
tu vas faire intervenir la Massif, un sinistre. Et donc, quand on a 1 mètre d'eau dans son domicile, dans sa maison, parce qu'il y a des inondations et qu'on appelle son assureur, c'est quand même un sacré moment de vérité. Et il y a une charge émotionnelle évidemment très forte. Mais ici, évidemment, la charge émotionnelle, elle est multipliée par la dimension du deuil. Donc, ça pose la question, cette capacité à être dans ce degré d'authenticité, mais à chaque fois, dans cette répétition quotidienne, qui est évidemment extrêmement usante pour les équipes en contact. Mais je l'ai mis tout en veillant à ne pas se surexposer. Et c'est là où je fais appel à une autre sociologue nord-américaine que j'aime énormément, qui s'appelle Harley Hochschild, qui a publié il y a quelques années en France enfin un ouvrage traduit qui s'appelle Le prix des sentiments. Et elle a élaboré un concept pour moi très fort qui s'appelle le travail émotionnel. Le travail émotionnel, c'est ce que vous faites, comme moi, peut-être tous les soirs quand vous rentrez chez vous, peut-être fatigué par une journée de travail, peut-être contrarié par une relation client qui s'est pas très bien passée, et vous arrivez à la maison et puis les enfants arrivent et la mienne elle a 7 ans, donc elle est petite, et donc voilà, elle est contente de me retrouver, et là d'un seul coup il faut faire bonne figure, la contrariété, le visage crispé. Hop, coucou chérie, comment ça va? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Et donc cette capacité que nous avons en permanence à travailler, en fait, d'où la notion de travail émotionnel, hein, emotional labor en anglais, pour tout simplement pouvoir être au diapason de ce qui est attendu de nous. C'est évidemment quelque chose qu'on utilise donc sans forcément toujours le mesurer en permanence dans notre vie personnelle, mais bien évidemment qui est aussi un talent et un ressort énorme quand on est face à des clients dans des situations plus ou moins complexes. Et donc là, évidemment, ce travail émotionnel, il est très très fort, et il est tellement fort d'ailleurs que le deuxième frère qui revient au moment du décès de son père pour épauler son frère, avait tout fait en fait pour fuir ce métier, parce que c'est une personnalité extrêmement empathique et qui souffre et qui va souffrir tout au long des saisons de la difficulté à gérer en fait cette charge émotionnelle et à prendre en fait la bonne distance pour trouver le bon équilibre entre être au diapason, mais tout en se protégeant. Et puis, je vous le disais, j'ai insisté, et s'il y a vraiment un message à retenir de ce propos introductif, c'est l'écoute, parce que là aussi, d'abord, il faut être totalement disponible, dédié, non pollué, et vous le voyez en termes d'énergie, et il faut être totalement présent en fait dans cette rencontre avec des personnes endeuillées, et donc la qualité aussi de cette écoute qui va conditionner la compréhension de ce que il faut délivrer en termes en fait de cérémonie. Et évidemment, nos professionnels ici, vous parliez tout à l'heure en ouverture, Frédéric, du feedback, reçoivent bien évidemment toujours à chaud et parfois aussi à froid à l'issue de la cérémonie, quand tout se clôture, évidemment le retour en fait des proches, et quand ça se passe bien, évidemment beaucoup de larmes, des larmes qui mêlent la joie et la tristesse, mais d'avoir pu accompagner jusqu'au terme finalement ce proche, et donc de recevoir aussi ce feedback. Et puis je terminerai par aussi un sujet, et l'IA là aussi va jouer un rôle fort dans sa capacité, dans ce mix entre l'humain et le digital, et notamment l'IA, de trouver en fait le bon degré de personnalisation. Et là évidemment il est extrêmement fort. Aucune cérémonie, aucune prestation ne ressemble en fait à la précédente, dans le choix des fleurs, dans le choix du cercueil, dans le choix de la musique, par rapport au fait qu'il y ait un culte ou pas de culte, le choix du culte, enfin bref, toutes ces dimensions-là vont compter pour amener en fait un degré extrêmement fort de personnalisation. Et vous voyez là le lien évidemment très fort avec la qualité d'écoute que nos professionnels auront eu en entendant la famille. Et puis si vous êtes familier non plus cette fois des séries télé, mais des accords Toltec, que j'adore personnellement pour les avoir découverts il n'y a pas si longtemps, et j'y ai trouvé un manuel de management absolument fantastique. Donc c'est, vous savez, au départ un livre de sagesse, hein, de sagesse voilà sud-américaine, donc issu de la culture Toltec. Et donc initialement il y avait 4 accords Toltec, 4 grands principes de vie censés nous aider dans notre développement en tant que personne. Et l'un de ces grands principes qui m'anime en tant que manager, mais aussi quand je travaille la relation avec des clients, c'est de ne pas faire de suppositions. Ça, c'est une autre manière de parler de l'écoute radicale, comme le dit Carol Gilligan, c'est-à-dire de ne pas présupposer quelque chose parce qu'on voit arriver un client que l'on connaît, qui est plutôt peut-être un casse-pied, mais à chaque fois de faire reset quelque part et de se dire, allez, soyons totalement disponibles, présents dans cette écoute,
et tentons de ne pas biaiser et d'entendre réellement ce que la personne a besoin de nous dire et donc de ne pas faire de suppositions. C'est malheureusement un des biais cognitifs, c'est malheureusement un biais que nous avons tous, que j'ai moi aussi quand nous rentrons en interaction avec un client issu par exemple d'un secteur ou d'une entreprise donnée, d'avoir tout de suite des petits a priori, des petites choses qui viennent comme ça polluer la rencontre et d'arriver tout simplement à faire reset et entendre réellement ce que ces clients ont à nous dire. Voilà, pour essayer de respecter un petit peu le timing, parce que nous souhaitions, Frédéric, qu'il y ait un vrai temps d'interaction avec vous. J'ai même grignoté quelques minutes. Alors, d'abord, j'espère que le propos était clair. J'espère vous avoir donné envie de vous plonger dans le bouquin ou dans les articles. Et puis, bien sûr, c'est aussi le souhait du pédagogue de transmettre et de vous avoir livré quelques clés, je pourrais y revenir, d'une pédagogie impactante. Je la mesure à chaque fois pour parler de relations clients, pour parler d'expérience client, pour parler de relations clients avec des équipes et faire progresser en fait ce collectif. Ouais. Et c'est vrai qu'on vous fournira les 2 extraits et vous pourrez les regarder tranquillement parce que 20 minutes de Six Feet Under dans un webinaire d'1 heure, c'est un petit peu compliqué à placer. Donc vous pourrez regarder ces 2 séquences-là et vous pourrez voir si vous pouvez la replacer dans une réunion d'équipe. Peut-être pas les 20 minutes, mais les extraits les plus importants et qui permettront de dire, bah tiens, voilà, je fais passer un message. Et c'est vrai que quand on a échangé là-dessus, lors de la préparation, tu m'as dit, Benoît, c'est vrai que les nouvelles générations, on a plus de mal à les embarquer avec du discours un petit peu classique. Par contre, une série télé, ça parle à tout le monde. Tout le monde a vu Netflix, tout le monde a vu des séries Game of Thrones. Et là, par contre, comme tu dis, ça libère la parole. Donc cette idée de passer un extrait, échanger là-dessus et le relier en fait aux professionnels, ça marche vraiment extrêmement bien. Alors, ce que je vous propose, c'est que avant de passer à la session de questions-réponses, on vous présente les 2 livres. Alors, le premier livre donc de Benoît, si tu peux nous dire quelques mots, et puis Chantal, après, nous fera une présentation du livre des aidants et pourquoi on l'a mis à l'honneur aujourd'hui. Alors, Benoît, donc, manager l'expérience client collaborateur, quelques mots sur ton livre. Oui, tout à fait. C'était une manière de rafraîchir en fait un vieux livre qui était mon premier ouvrage, qui traitait du marketing des services et qui était sorti en 2007. Et on parlait de moins en moins de marketing des services, on parlait de plus en plus d'expérience client et d'expérience collaborateur. Et donc le grand pivot du livre, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est la symétrie des attentions, c'est-à-dire à la fois s'intéresser aux clients, s'intéresser aux collaborateurs. Et donc c'est un livre dans lequel je partage à nouveau des clés méthodologiques pour construire, co-construire, formaliser en fait une expérience client pour se donner dans une organisation une vision cible de l'expérience qu'on veut faire vivre à nos clients et typiquement un travail qui a été fait il y a quelques années avec la Massif qui va intervenir un peu plus tard et puis en miroir de travailler sur l'expérience de nos collaborateurs en travaillant en fait sur notre culture managériale et là aussi en se donnant une vision cible dans l'organisation de qu'est-ce que c'est qu'un bon management, qu'est-ce que c'est qu'un bon manager. Et je terminerai juste sur ce point. Il est public maintenant, le fameux rapport de l'inspection générale de l'IGAS, en fait, qui, vous le savez, a livré, ça fait pas mal de bruit il y a quelques mois, une étude comparative entre la France et d'autres pays européens sur en fait la culture managériale et nous ressortons bon dernier avec effectivement une culture managériale qui est quand même assez encore très hiérarchique, peu reconnaissante, qui livre peu d'autonomie et donc c'est vraiment prendre le contre-pied en fait de ces travers qui sont malheureusement encore trop souvent présents dans les organisations françaises. C'est l'effort et la vision et les outils et les exemples aussi nombreux que je livre dans cet ouvrage. Oui, tu as tout à fait raison, puisqu'en fait, dans un contexte économique plus compliqué, avec les nouvelles générations, il faut leur donner plus d'autonomie, il faut plus d'agilité. Et là, ça vient tout à fait dans cette optique-là. Et c'est en rebond aussi avec ton autre livre, qui est l'éthique du care. C'est comment prendre soin de ses collaborateurs, mais aussi des managers. Parce que tu le dis bien que on oublie parfois un petit peu les managers dans le management, justement, alors qu'ils ont un rôle clé. Oui, tout à fait. C'est intéressant parce que la semaine dernière, j'intervenais. On a un grand programme à l'école en fait pour Groupama et donc chaque année, j'ai le plaisir d'intervenir une demi-journée autour de la notion de care, la notion de prendre soin. Et je rencontre là des cultures où c'est effectivement cette sensibilité est très présente. Et pour autant, des managers qui
repartent plus riches, d'avoir finalement une grille de lecture, d'avoir une théorie, un soubassement théorique qui est l'éthique du care pour dire ah mais au fond ce que je faisais en tant que praticien sont voilà plutôt guidé par mes intuitions, c'est quelque chose qui renvoie en fait à un corpus théorique très très dense. Et puis d'autre part pour certains, parfois un petit peu isolés, qui n'étaient pas toujours sûrs d'être dans la bonne tonalité, de se rassurer en se disant bon mais ça va, mes collègues là de Groupama autour de moi ont visiblement les mêmes pratiques, les mêmes convictions. Et puis voilà, Benoît qui est prof nous amène quelque chose qui semble aussi faire écho à des pratiques voilà qui se diffusent progressivement ou qui sont parfois ancrées durablement depuis longtemps dans certaines organisations. Donc c'est au moins cet effet-là, quand c'est pas une découverte, de se dire c'est rassurant, d'autres le font, et puis on a un corpus théorique qui permet de se dire effectivement prendre soin. On a des points d'ancrage grâce à l'éthique du care. Alors Chantal voulait nous parler et nous dire quelques mots du livre des aidants parce qu'on voulait parler vraiment des humains et de l'IA. Et donc, comme tu l'as dit, la porosité pro-perso est de plus en plus importante. Elle est surtout reconnue dans l'entreprise. Alors, si tu peux nous dire quelques mots sur ce livre et pourquoi on l'a mis à l'honneur aujourd'hui, Chantal. Ouais, merci Fred. Bonjour à tous d'abord. Comme Fred l'a évoqué tout à l'heure, l'une ou l'un d'entre vous pourra gagner lors de chacune des 8 sessions de cette journée les 2 livres dont nous parlons actuellement. Il faudra pour ce faire répondre évidemment correctement, mais aussi le plus rapidement possible via le chat à la question que je poserai en fin de session. Alors Benoît nous a présenté son livre et je confirme, il est passionnant. Nous souhaitions cette année y adjoindre un second livre, un livre qui fait vraiment sens pour Eloquent et d'ailleurs qui fait sens à ce dont a parlé Benoît tout au long de cette session. C'est un livre écrit par Thomas Lafitte, qui est directeur relations adhérents et employeurs à la MNT. Ce livre, Aidant les héros de l'ombre, il évoque les 11 millions d'aidants qui, tous les jours, doivent jongler entre leur job, leurs enfants, leurs conjoints, leurs diverses activités et surtout l'accompagnement d'un ou plusieurs proches, malades ou âgés. Alors, à première vue, certains d'entre vous vont me dire que ça n'a pas grand-chose à voir avec la relation client. Eh bien, vous vous trompez complètement. Parce que derrière chaque conseiller, chaque superviseur, chaque directeur de la relation client, et puis surtout derrière chacun de vos clients, il y a un aidant potentiel. Alors, oui, demain, aujourd'hui, dans vos équipes ou chez vos clients, il y aura forcément des aidants avec une charge mentale qui est extrêmement importante. En parler très régulièrement poussera les entreprises à mieux les accompagner, mieux les écouter et à leur accorder plus de flexibilité, de souplesse et de bienveillance. C'est l'un des objectifs de ce livre. Vous l'aurez deviné, Thomas Lafitte n'est pas seulement un pro de l'expérience client, c'est l'un de ces 11 millions d'aidants. Son livre, c'est son histoire, ça peut être la nôtre aussi. C'est un livre extrêmement touchant qui relate avec pudeur un quotidien parfois très lourd, mais c'est un livre aussi très vivant dans lequel on se reconnaît grâce à de nombreuses anecdotes, parfois extrêmement drôles, parfois un peu moins. Il vous fournira aussi de précieux conseils pour vous en sortir dans le labyrinthe administratif français que l'on connaît malheureusement trop bien. Enfin, pour Eloquent, c'est un livre d'utilité publique et comme Noël approche, on vous conseille vraiment de l'offrir, de vous l'offrir et surtout de le partager massivement. On remercie vraiment Thomas Lafitte d'avoir commis ce livre qui est vraiment extrêmement utile. Il sensibilise aussi énormément sur le sujet, sur les réseaux sociaux, en particulier LinkedIn. Alors je vous invite à le suivre parce que c'est vraiment en général des posts extrêmement intéressants. Et puis pour faire une transition, puisque dans quelques minutes, nous donnerons la parole à 2 de ses collaboratrices qui viendront nous parler de leur rôle de conseiller et de superviseur de la relation client et qui traduisent bien le motto de la MNT qui est la relation client attentionnée. Alors Chantal, merci. Donc, si vous souhaitez suivre Thomas, c'est Thomas Lafitte avec 2 F et 2 T sur LinkedIn. Et la petite question pour gagner les 2 livres et ensuite on passe à la session de questions-réponses. Effectivement, la première question pour cette session, alors préparez-vous devant vos claviers et à écrire sur le chat. La première question, ça a trait à ce qu'a expliqué Benoît tout à l'heure, à quelle série télévisée, il y en avait 2 en particulier, Benoît a-t-il fait allusion? Vous pouvez commencer à taper. Il y a une série de fous. Alors, les questions-réponses, Chantal. Je pense que Benoît a eu quelques demandes dans le chat. Oui, il y a quelques questions. On a, avant les questions, Catherine, qui nous dit que plus qu'une question, elle a une remarque.
pour souligner les apports de Mad Men sur l'évolution du rôle et de la condition des femmes dans le travail, avec 2 rôles importants qui sont Peggy et Joanne. Et c'est vrai que c'est une série qui met extrêmement en avant cette condition des femmes dans le travail à cette époque-là et l'évolution. La première question, c'est, Nathalie, comment feriez-vous pour utiliser le principe de métaphore des séries pour diffuser une culture client ? Quelle série serait le plus appropriée ? Déjà, puis merci pour le premier point parce que on peut pas tout dire et je voulais garder du temps pour échanger. Mais effectivement, c'est une série qui pose la question de la place des femmes dans l'entreprise et on voit effectivement l'évolution des 2 personnages que la dame a cités. Et donc c'est une série qui est aussi très forte et très intéressante de ce point de vue-là. Et écoutez, moi les 2 que j'utilise me paraissent très très bien adaptés. Si ce n'est qu'il y a cette dimension du deuil qui est peut-être un peu particulière dans Six Feet Under, mais pour autant, la série, tu le disais par rapport au livre de Thomas Lafitte, n'oublie pas l'humour. Et en fait, chaque épisode s'ouvre par une séquence de décès, se renouveler au fil des épisodes et des saisons, c'est assez remarquable. Et le créateur et l'équipe qui l'entoure imaginent en fait des morts de plus en plus rocambolesques. Et donc, il nous fait sourire et rire en fait de la mort et je trouve ça aussi assez sympa. Donc c'est pas du tout une série morbide. Et puis Mad Men, là aussi, ça dépend en fait du métier qu'on fait. Si on veut insister sur une dimension de créativité, Mad Men c'est intéressant sur le travail collectif autour de la créativité. Si on est dans une entreprise de plus petite taille, c'est vrai que Six Feet Under c'est une TPE avec un seul collaborateur, donc on est sur une dimension un petit peu plus familiale. Donc si on est dans une entreprise que j'appelle moi de créateur où le fondateur, le président est toujours présent, ça peut être une série intéressante. Mais il y a aussi The Office, il y a aussi beaucoup de séries qui mettent en avant le monde de l'entreprise et qui sont intéressantes à traiter. Je les connais moins bien, je les connais pas forcément. Et puis, vous verrez dans l'ouvrage, en fonction des thématiques que vous souhaitez évoquer, il y a plein d'autres séries autour desquelles on peut travailler pour mettre en exergue soit des questions de management, soit des questions tout simplement de relations clients. Puis après, effectivement, il y a l'âge du capitaine. Frédéric m'a délicatement fait remarquer que mes séries étaient un peu vieillottes. Alors c'est vrai, c'est une remarque que j'entends souvent. On a même Starsky Hutch en fait dans le livre, mais vous savez, quand je vais à la Fnac, je vois le coffret intégral de Starsky Hutch avec l'approche des fêtes. Bon, je me dis que visiblement nos séries, les séries de notre enfance, finalement, elles reviennent un petit peu sur le devant de la scène. On leur redécouvre des qualités avec le temps. Donc là aussi, il faut s'adapter pour finir de répondre à la question. Son public, et là d'aller chercher des séries qui sont beaucoup plus sur les plateformes aujourd'hui, sur Netflix, c'est sans doute beaucoup plus intéressant peut-être que mes vieilles séries du câble, du HBO, qui leur parleront peut-être moins, encore que moi, je trouve que la qualité de ces séries fait que, à mon sens, elles parlent à toutes les générations. Et je le mesure encore une fois quand j'interviens. Le public est bigarré et souvent plus jeune que moi. Et vous voyez, les 2 séries que j'utilise, en fait, elles sont extrêmement impactantes. Ouais, on peut utiliser n'importe quelle série pourvu qu'elle soit vraiment en rapport avec le message qu'on veut passer. Choisir vraiment l'épisode et la séquence. Voilà, qui va être la plus percutante, la plus impactante, y compris d'ailleurs, parfois, l'extrait que j'utilise de Six Feet Under, mais en exergue une situation managériale inconfortable, et donc elle fait grincer des dents, mais c'est aussi pour ça que je l'utilise, pour là aussi ouvrir le débat et faire réagir des personnes qui peut-être parfois sont un petit peu au fond de la salle et n'ont pas l'habitude dans un exercice classique de conférence ou de formation de prendre la parole. Ça, je l'ai peut-être pas assez dit, Frédéric, c'est aussi un exercice qui permet d'entendre tout le monde et d'entendre aussi des gens qui parfois dans le collectif sont pas ceux qui vont s'exprimer facilement, mais à travers en fait le médium qu'on utilise là, et bien de libérer en fait la parole des introvertis ou des silencieux. Et ça me paraît vachement important quand on veut travailler le collectif. Alors, Chantal me fait signe qu'on a d'autres questions. Il nous reste 2 minutes. Donc, Chantal, tu nous en prends 2. D'Olivier, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de mission où vous avez utilisé ces séries TV et quels ont été les impacts ? Ah, c'est intéressant. Alors, je parlais ils m'en voudront pas, de BMS, donc Bristol Myers Squibb en France, qui est un des grands acteurs mondiaux en fait dans le domaine de la santé, où j'ai eu le plaisir, donc sur une dizaine de sessions, d'une journée à chaque fois, d'utiliser cet ouvrage, et on avait 5
5 extraits en fait à visionner, et on avait construit toute une pédagogie avec une grille de lecture, avec cette prise de parole en mélangeant le collectif managérial pour qu'on ait des cultures extrêmement variées, certaines très tournées vers le client, d'autres pas du tout. On avait des fonctions support, hein. Et c'est aussi une des vertus de cette pédagogie, c'est de permettre à des métiers qui sont au RH, aux achats, à l'IT, de prendre pleinement la mesure en fait de l'impact de leur action sur l'expérience du client, en lien avec des collègues qui sont eux beaucoup plus tournés au marketing, parce que dans le commerce, vers les clients. Et puis plus récemment, je l'ai fait pour SNCF Réseau, pour des managers. Un collectif de managers, là aussi, qui était issu de toute l'entreprise, soit en connexion directe avec les clients, soit beaucoup plus loin en fait des clients, donc dans un métier qui est très technique, où la sécurité évidemment est quelque chose de très prépondérant. Et le feedback qui m'a été fait, ça m'a fait beaucoup de plaisir, c'est que beaucoup de managers qui avaient effectivement récupéré les 2 extraits et récupéré le support ont réutilisé en fait avec leur propre équipe cette pédagogie, se sont sentis très à l'aise pour le faire à l'issue d'une petite matinée qu'on avait passée ensemble. Et donc, ça permet de passer le relais et de pas forcément me solliciter à chaque fois. Et ça, c'est important pour moi, même si je suis ravi de pouvoir évidemment accompagner des organisations, mais d'avoir en fait ce reuse, ce réemploi, si je puis dire. On est presque en économie circulaire en fait du dispositif, et il n'est pas très compliqué. Et dès lors qu'on se sent à l'aise avec et qu'on aime cette série télé, d'utiliser tout simplement ça. Et le retour est extrêmement positif. Voilà, juste pour vous citer 2 exemples, mais je l'ai fait y compris avec Air France, par exemple, il y avait plus d'une centaine de participants, on était en amphi, mais ça marche aussi. Alors, vous imaginez, dans une salle de cinéma, je l'ai fait aussi avec le grand écran et les extraits, là, comme au cinéma, donc avec une immersion absolument incroyable. Donc voilà, quel que soit le format, le public, je n'ai jamais eu de plantage, et pourtant, comme tout à chacun, j'en ai eu, mais j'en ai jamais eu, en fait, avec cette pédagogie. Ouais, c'est vrai que c'est une manière ludique et différente de faire passer un message. On n'est plus dans le top-down, on n'est plus dans le message corporate. On est vraiment dans quelque chose qui parle aux gens. Alors Chantal, une dernière question, puisqu'il est 50 et on se laisse un petit peu de temps avant la prochaine émission. Alors c'est quoi la dernière question qu'on prendra pour cette séquence ? Je vais poser une question qui est assez courte. Alors j'ai déjà Catherine qui disait qu'elle utilisait elle-même des extraits de Mad Men, le carrousel bien sûr, et l'exemple de Lucky Strike notamment. Donc, Lucky Strike, ça je ne le connais pas. Ça a déjà... Ouais. Et j'ai une question concernant ce livre que Nathan semble connaître déjà et qui demande si vous aviez prévu une mise à jour avec des nouvelles séries télé pour les jeunes générations. Donc ça rejoint un petit peu... K-pop Demon Hunter, voilà. C'est pour la V3 ? Oui, Nathan. Malheureusement, pour l'instant, j'ai proposé le nouveau sommaire avec des nouvelles thématiques qu'on ne traitait pas. On traitait pas de la RSE, on traitait pas de l'inclusion, on traitait pas du greenwashing. On traitait un certain nombre de sujets qui sont aujourd'hui évidemment essentiels, et donc abordés par de nouveaux auteurs et par de nouvelles séries qui sont effectivement sur les plateformes type Netflix ou autres. Donc oui, c'est prévu, mais pour l'instant, c'est lié aux ventes des 2 précédentes éditions. Je suis en attente, mais je les espère pas en 2026, et je suis tenace de pouvoir relancer Duno, pour qu'on ait cette nouvelle édition enrichie par des séries beaucoup plus récentes. Merci Benoît pour cette première session, cette keynote d'ouverture. On aura vu comment impulser une culture client de manière ludique avec les collaborateurs, quelles que soient les générations, grâce aux séries télé. Donc merci à tous. On va se retrouver dans quelques minutes et le tirage au sort de Chantal, bien entendu. Alors, qui a gagné les 2 livres ? Alors la plus rapide, parce qu'il y a eu pas mal de réponses, ça a été Aline Horton. Donc Aline, vous serez recontactée par mail pour obtenir vos coordonnées professionnelles ou personnelles pour vous envoyer les 2 livres. Bravo. Bravo Aline. Et on se retrouve dans quelques minutes avec justement les collègues de Thomas Lafitte de la MNT, et on va parler des conseillers. Les conseillers ont la parole. Si on les écoutait vraiment, rendez-vous dans à peu près 5 minutes. À tout de suite.